Retrouvez Fatoumata Bagaga sur Radio Chine Internationale dans votre magazine Zoom Eco. Chaque mardi, vous aurez des sujets variés et diversifiés sur des questions économiques. Zoom Eco, c'est des reportages, des interviews, des analyses et commentaires d'experts sur des questions d'actualité. Un magazine à suivre sur la RCI Dakar sur la 102.9. Zoom Eco, le rendez-vous des bonnes affaires. Merci mesdames et messieurs de nous rester fidèles sur la Radio Chine Internationale. À présent, votre magazine Zoom Eco. Bonsoir et bienvenue à la présentation. Fatoumata Bagaga, Fallou Sow assure la mise en onde. Zoom cette semaine sur le rôle et la mission des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit au Sénégal. Léopold Ndiaye, responsable communication, formation et écoute de cette institution, est notre invité. Nous parlerons aussi du projet Djegé, une initiative du ministère du Commerce qui a pour objectif d'aider et de guider les femmes et les jeunes dans leurs projets. Vous suivez votre émission Zoom Eco avec Fatoumata Bagaga. Tout d'abord, retenez que les petites et micro-entreprises chinoises ont reçu davantage de prêts inclusifs en 2020 alors que le pays a intensifié les mesures pour les aider à surmonter l'épidémie, montrent les données officielles. À la fin de l'année dernière, l'encours des prêts inclusifs aux petites et micro-entreprises avait dépassé 15 000 milliards de yuan, environ 2320 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à l'année précédente, selon la Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine. Fin novembre, le solde des crédits et des prêts de refinancement ont augmenté respectivement de 31,34% et de 50,33% par rapport au début de 2020, et le solde des prêts à moyen et long terme a augmenté de 11,79% par rapport au niveau de fin janvier 2020. La Chine a mis en œuvre une série de mesures pour aider les petites et micro-entreprises à surmonter les difficultés causées par le Covid-19, notamment en encourageant les institutions financières à différer provisoirement le remboursement des prêts et en augmentant les prêts à des taux avantageux. Le taux d'intérêt des nouveaux prêts inclusifs aux petites et micro-entreprises a été de 5,88% durant les 11 mois de 2020, en baisse de 0,82 points de pourcentage par rapport au niveau de l'ensemble de l'année 2019. Et puis le Kenya dialogue actuellement avec la Chine dans la perspective d'augmenter ses exportations de produits horticoles, a déclaré ce lundi un haut responsable gouvernemental du Kenya. La secrétaire de cabinet du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement des entreprises, Betty Maina, a déclaré aux journalistes à Nairobi que son pays souhaitait diversifier ses marchés car il vend l'essentiel de ses produits frais à l'Union européenne et au Royaume-Uni. Madame Maina a observé que les avocats frais ne sont pas jusqu'à présent en mesure d'accéder au marché chinois et que cela réduit d'autant le volume de produits qui parviennent en Chine. Elle a fait savoir que son pays donnerait la priorité à l'utilisation de mesures volontaires de conformité au protocole sanitaire dans les exportations agricoles afin de veiller à ce que les produits kenyans répondent aux critères de sécurité des pays importateurs. La responsable a appelé l'industrie horticole à investir dans les mesures volontaires de mise en conformité afin de permettre au Kenya de préserver ses lucratifs marchés d'exportation. Madame Maina a également indiqué que le Kenya cherchait d'autres marchés pour ses produits horticoles visant notamment la Russie, le Japon, la Corée du Sud et le Moyen-Orient. Et puis alors que l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de résoudre les obstacles à l'investissement en Afrique, il est urgent maintenant de remédier aux lacunes du continent en matière d'infrastructure, a déclaré ce lundi un haut responsable de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La déclaration a été faite par Stéphane Karonji, directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce de l'UNECA, avant la 6e session de la semaine
semaine du programme de développement des infrastructures en Afrique qui a débuté virtuellement ce lundi et va examiner les progrès, partager les expériences et trouver un consensus sur les projets d'infrastructures clés qui vont porter l'Afrique à son prochain niveau de développement. Selon l'UNECA, la semaine du PIDA qui vient de commencer fournira une plateforme commune pour promouvoir, commercialiser les projets prioritaires du PIDA et faciliter le partage des leçons et des expériences sur la mise en œuvre des projets clés. Les priorités des infrastructures de l'Afrique pour 2021-2030 seront également fixées au cours de la semaine en tant qu'initiative continentale. Le PIDA fournit un cadre commun aux parties prenantes africaines pour intégrer le continent physiquement, économiquement et socialement, offrir des opportunités pour stimuler le commerce intra-africain, créer des nouveaux emplois pour la population croissante de l'Afrique, améliorer le développement socio-économique global sur le continent et fournir les infrastructures et l'environnement nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la ZLECA. Et puis la Guinée-Bissau et le Sénégal ont signé des protocoles d'accord pour renforcer leur coopération en matière d'agriculture. Selon le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, le gouvernement sénégalais a fourni de l'aide à la Guinée-Bissau l'année dernière en mettant à disposition 300 tonnes de semences d'arachide et autant de tonnes d'engrais. Des semences de niébé avaient également été offertes à la Guinée-Bissau. A-t-il ajouté, cette assistance a eu un impact significatif dans la production agricole de ce voisin du Sénégal, selon Moussa Baldé, qui est entré récemment de la Guinée-Bissau. Ce pays regorge d'importantes potentialités agricoles lui permettant d'assurer sa souveraineté alimentaire, selon Moussa Baldé, qui dit avoir été reçu en audience par le Premier ministre, plusieurs ministres et le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Il a salué la fraternité entre plusieurs ministres et le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Radio Chine Dakar sur 102.9. Radio Jingle. Radio Chine Internationale, merci d'être avec nous. Radio Chine Internationale à Saint-Louis 102.9, à Ziguinchor 106.6, sur 106.6 à Kaolack. Radio Chine Internationale au Sénégal, Dakar 102.9 et en continu sur Internet. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, place à notre invité. Son nom, Léopold Ndiaye, responsable communication, formation et écoute de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit au Sénégal. Vous écoutez Zoom-Echo sur Radio Chine Internationale, Sénégal. Bonsoir, monsieur Ndiaye. Oui, bonsoir. Pour commencer, on va d'abord parler du rôle de ces institutions mutualistes au Sénégal. Oui, merci beaucoup. Donc, avant de parler du rôle des institutions au Sénégal, je voudrais juste, dans un rappel, parler de l'historique de la microfinance. Comme vous le savez très bien, la microfinance a été créée dans les années 70, donc au Bangladesh, par un professeur d'économie qui s'appelait Mohamed Yunus. Et pourquoi il a créé la microfinance? C'est parce qu'il s'était rendu compte que malgré toutes les théories économiques qu'il était en train d'enseigner à l'université, autour de lui, donc, il y avait la pauvreté ambiante. Alors, il a organisé les femmes autour d'une calebasse pour que ces dernières puissent apporter ce qu'elles ont et se les redistribuer ensuite sous forme de crédit avec une caution solidaire. Donc, d'une manière brève, c'est comme ça qu'est née la microfinance et de fil en aiguille, elle est arrivée au Sénégal. Alors, le rôle des institutions de microfinance, c'est principalement de permettre à la couche de la population qui n'a pas accès au crédit dans les banques beaucoup plus formelles, donc dans les grandes structures bancaires, par faute de garantie, de pouvoir avoir accès au crédit. Et c'est ainsi que au Sénégal, depuis les années presque 82, 81, 82, les gestions de microfinance ont commencé à essaimer et jouent un très grand rôle au sein de la population sénégalaise. La mission de ces institutions-là, mutualistes communautaires d'épargne et de crédit au Sénégal. Oui, comme je l'ai dit tantôt, la mission principale des institutions de microfinance, c'est d'abord de lutter contre la pauvreté, ça c'est un. Et deuxièmement, de pouvoir permettre à ces populations, à ces couches défavorisées, d'avoir accès au crédit pour pouvoir financer les activités génératrices de revenus
accéder à l'autonomie financière, mais également à un développement, à une vie meilleure. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plus grande majorité de la population sénégalaise sont dans des activités génératrices de revenus, mais le problème principal qui se pose, c'est le problème du financement. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un crédit dans une banque, il faut forcément avoir des garanties. Or, ces populations n'ont pas ces garanties qu'on leur demande. Donc, la microfinance est là comme une facilitatrice. Donc, pour faire en sorte que ces populations puissent avoir accès à ces crédits. Alors maintenant, les missions diffèrent selon les institutions de microfinance. Chacune du reste a sa cible et chacun a son modus operandi. Alors nous, au niveau de l'UNICEF également, nous avons notre mission, peut-être que nous y reviendrons, pour dire que notre principale mission, c'est d'abord de permettre aux populations de pouvoir se développer. Donc en développant des activités génératrices de revenus, mais surtout nous avons deux cibles principales qui sont les femmes et les jeunes vivant en milieu rural et en zone périurbaine. Et en général, quels sont les critères que ces institutions-là d'abord posent, les conditions? Alors les conditions, la première condition, c'est d'abord d'ouvrir un compte. Il faut avoir un compte au niveau de l'institution de microfinance. Et maintenant, quand on a un compte, on est un membre. Alors il faut préciser qu'il y a plusieurs types d'institutions de microfinance. Il y a ce qu'on appelle les sociétés anonymes et ce qu'on appelle les sociétés de type coopérative comme notre institution, l'UNICEF. Dans les sociétés de type coopérative comme nous, dès que tu ouvres un compte, par exemple chez nous, il faut un compte à 10 000 francs. Maintenant, quand tu ouvres un compte, tu es un membre à part entière. Donc, ce ne sont pas des actions, mais ce sont des parts sociales. Et quand tu as un compte maintenant, on a une gamme de produits que nous mettons à la disposition de nos membres, de nos sociétaires, qui va de l'épargne jusqu'au crédit. On aura l'occasion peut-être de revenir le plus. Mais la condition principale, c'est d'abord d'avoir un compte. Quand tu as un compte, donc c'est la porte ouverte vraiment à tous les types de produits et services que les secteurs de microfinance peuvent offrir. Et dans ce cas-là, quelle est la différence avec les autres banques, les banques classiques? Oui, les banques classiques, d'abord, la première différence, c'est le régime juridique. Parce que au niveau des banques classiques, la plupart du temps, c'est comme des sociétés anonymes. Donc, elles sont là principalement pour le profit. Elles sont là principalement, elles ont principalement une mission financière. Alors qu'au niveau des institutions de microfinance, nous avons deux missions, une double mission. Nous avons une mission financière qui est véritablement de faire du profit pour pouvoir accéder à la pérennité, mais nous avons également une mission sociale. Et cette mission sociale, c'est de faire en sorte que nos actions, nos services et nos produits puissent avoir un impact positif sur les populations. C'est là la principale différence. Dans la gouvernance également, il y a une différence fondamentale. Parce que dans les institutions de microfinance, il y a ce qu'on appelle des organes, des dirigeants élus, notamment dans les sociétés de type coopérative. Et ces dirigeants élus, en réalité, les institutions de microfinance leur appartiennent. Il y a un conseil d'administration, il y a un comité de crédit qui délivre les crédits, il y a un conseil de surveillance qui fait en sorte que la gouvernance se passe bien et qui, en collaboration avec les autorités étatiques de supervision et de régulation, font en sorte que la gouvernance puisse se passer bien. Donc, la troisième différence fondamentale, c'est les populations cibles. Les institutions de microfinance ciblent principalement les couches défavorisées. La quatrième différence, c'est la facilitation de l'accès au crédit. Donc, nous avons une gamme variée de produits qui font que même la vendeuse de Gertica peut avoir accès au crédit. Alors que celle-ci ne peut pas avoir accès au crédit dans une banque classique parce qu'il y a des conditions extrêmement contraignantes qui font qu'elle ne peut pas les remplir. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences entre les banques classiques et les institutions de microfinance. Et même dans la réglementation également, nous n'avons pas la même réglementation, donc nous n'avons pas la même organisation. Donc, il y a plein de différences qui existent entre nous. Parfois, le problème du remboursement de ces crédits-là pose problème. Oui, ça peut poser problème. Comme dans toute institution de crédit, il y a de bons payeurs, il y a de mauvais payeurs. Mais par contre, ce que je veux récuser, c'est qu'on veuille tout le temps imputer la responsabilité aux institutions de microfinance. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand l'institution de microfinance prend le risque de financer quelqu'un qui n'a pas de garantie, et pourtant, l'institution de microfinance supporte ce risque, je pense qu'il y a une caution morale qui existe entre elle et ses clients ou ses sociétaires. À charge maintenant pour celui-ci de pouvoir honorer son engagement.
ce qui des fois peut poser problème pour certaines personnes. Maintenant, les mauvais payeurs, il y en a, ça peut être dû à plusieurs raisons. Il se pourrait que peut-être l'activité que menait cette personne s'est détériorée, il se peut que les conditions ne soient plus remplies, mais il se peut également que la personne soit de mauvaise foi. Donc tout ça, ce sont des facteurs que nous devons prendre en compte quand nous voulons véritablement analyser donc, le problème du dépôt de paiement des emprunteurs. L'autre chose également, c'est qu'il y a des emprunteurs qui font ce qu'on appelle le papillonnage. Donc, ils vont dans plusieurs structures de crédit pour avoir un crédit. Ce qui fait que quand on a plusieurs crédits dans plusieurs banques, ça peut poser un problème. Et il est vrai que maintenant, ce problème est amoindri avec ce qu'on appelle le bureau d'information et du crédit qui a été créé par la BCEAO et qui fait que maintenant, là où une personne a un crédit, il est possible maintenant à travers cette base de données de pouvoir le savoir. Donc, d'identifier carrément si cette personne-là a un crédit dans une banque ou dans l'autre. Effectivement, c'est possible maintenant d'identifier la personne dans toutes les institutions où elle a un crédit et quel est même l'état de ses crédits. Et ce qui fait que maintenant, déjà il y a un risque qui est amoindri à ce niveau. Parce que le papillonnage a été vraiment un véritable problème auparavant pour les institutions de microfinance. Les conditions posées parfois sont difficiles à respecter. C'est pourquoi beaucoup de jeunes entrepreneurs ont du mal à obtenir ces crédits-là. Moi, je dirais plutôt le contraire. Je pense qu'au niveau des institutions de microfinance, l'obtention des crédits n'est pas assez difficile comme on puisse le dire souvent. C'est vrai que les gens qui, la plupart du temps, à corps et à cri, que les conditions sont difficiles, mais il faut d'abord savoir quelles sont ces conditions. Je prends juste un exemple. Par exemple, au niveau des femmes, que nous encadrons. On prend un groupement féminin de 20 personnes ou de 100 personnes, mais si c'est ce qu'on appelle un crédit communautaire, nous, on ne demande pas de garantie. Et on peut leur octroyer un crédit jusqu'à 4,5 millions sans garantie. Ce que l'on demande seulement, c'est la caution solidaire. Donc, la garantie morale de chacun des membres. Et maintenant, peut-être, l'apport personnel que devra faire chaque personne à la somme qu'on va lui allouer. Donc, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans une banque classique, quel que soit le montant que vous demandez, sans pour autant avoir une garantie sûre. Si ce n'est pas un virement de salaire, ce sera peut-être un nantissement ou bien une hypothèque d'une maison que vous allez faire. Mais sans cela, vous ne pouvez pas avoir à ce crédit. Or, au niveau des gestions de microfinance, ce n'est vraiment pas le cas. Évidemment, il est vrai que quand on veut avoir 10 millions, 20, 15 millions, 20 millions, il va falloir donner une garantie. Il n'y a aucune structure qui va délivrer une certaine somme à un client, 20 millions par exemple, sans garantie aucune. Je pense que ceci, aucun esprit éclairé pourrait même l'accepter. Mais encore une fois, les gens disent que les conditions sont difficiles, mais je pense à mon avis que ce n'est pas tellement le cas. Le marché financier a également ses règles qu'il faut respecter. Et les gens doivent savoir que l'argent que les entreprises prêtent ne tombe pas du ciel. Cet argent, on l'acquiert de deux manières principales. La première manière, c'est au niveau de l'épargne de nos membres, que nous redistribuons en crédit à hauteur en laissant une même de 25% pour que les clients puissent avoir toujours accès à leur épargne. La deuxième chose, nous allons acheter de l'argent sur le marché financier. Et quand tu vas acheter de l'argent sur le marché financier, on ne te le donne pas gratuitement. On te le donne au minimum, actuellement, je pense, à un taux de 8%. Si tu achètes cet argent à un taux de 8%, tu vas le garder dans une banque classique qui, elle également, va le garder à un certain taux. Donc, avec toutes les charges que nous avons en compte, il est vrai que, donc, ça ne peut pas être délivré à un taux zéro. Mais véritablement, les conditions sont très abordables dans les institutions de microfinance. Pour le cas des clients, par exemple, qui ne sont pas des salariés, il y a des conditions. Oui. Oui, nous, les principaux ce ne sont pas les salariés. Les salariés occupent une place infime dans notre bagatelle de clientèle. Nous travaillons principalement avec le secteur informel. Nous travaillons avec les agriculteurs, nous travaillons avec les commerçants, nous travaillons, je vous l'ai dit tout à l'heure, même avec ceux qui ont des tables au niveau des marchés. Et par exemple, chez nous, nous avons ce qu'on appelle les tout petits crédits. Les tout petits crédits qui vont de 10 000 francs jusqu'à 2 millions 500. Donc, véritablement, tout le monde peut y accéder. Et jusqu'à 100 000 francs, on demande une garantie à la personne. Sauf maintenant, la caution morale, tout simplement, qui existe entre elle et la personne. Donc, c'est ça la différence entre les gestions de microfinance et les banques classiques. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, quelle que soit la personne et quelle que soit son activité, si celle-ci est légale et reconnue par la loi,
elle peut avoir accès à un crédit en montant quand même selon le plafond de chaque institution de microfinance. Avec cette pandémie-là du coronavirus, il y a eu quand même beaucoup de changements. Oui, effectivement, cette pandémie a marqué tous les secteurs de l'économie, je ne dirais même pas sénégalaise, mais de l'économie mondiale. Et toutes les écoles de microfinance en ont également souffert parce que nous sommes restés presque 6 mois sans faire aucune activité. Or, vous savez très bien que la principale source de production des institutions de microfinance, c'est le crédit. Quand on ne délivre pas de crédit, il n'y a pas de retombées. Ce sont les principaux produits. Il y a eu beaucoup de clients qui ont été impactés, notamment ceux qui étaient dans le secteur du commerce, qui ont vu le revenu à la baisse et certains même ne pouvaient plus exercer leur profession. Ce qui a fait que la mesure de la BPAO, qui a permis à ces personnes de pouvoir demander des reports de d'échéance, ça a été vraiment très très difficile pour les institutions de microfinance, un véritable manque à gagner. Mais comme nous l'avons dit, nous avons une mission sociale, c'est pourquoi nous avons accepté ces reports de d'échéance et on fait que des personnes ont bénéficié de reports de d'échéance une fois, 2 fois même, ce qui a fait que les gains que nous devons avoir à ce niveau ont tardé. Mais nous avons fait avec, il nous a fallu faire un réajustement interne, un réajustement du point de vue financier pour pouvoir quand même maintenir la marche, même si c'est difficile. Je pense que c'est notre part, notre participation à l'effort national pour la guerre contre cette pandémie. Avec cette année 2021, il y a eu quand même quelques améliorations. Oui, on peut le dire ainsi, même si les améliorations encore ne sont pas très 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 notoires. Mais quand même, avec cette deuxième vague, nous avons encore quelques difficultés parce qu'on ne peut pas prévoir de quoi demain sera fait. Donc, il faut y aller avec prudence, même si durant le dernier trimestre de 2020, on a essayé de relever un peu la pente, mais c'est toujours difficile et compliqué pour les institutions de microfinance parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas à quoi s'en tenir avec cette deuxième vague. Donc, on est obligé également d'y aller véritablement avec prudence pour ne pas injecter également tous nos fonds dans des secteurs qui peuvent être des secteurs à risque. Mais ce qui ne nous empêche pas quand même de travailler à fond avec nos clients parce que nous, depuis un certain moment, même pendant la pandémie, on a beaucoup travaillé avec les femmes, on a beaucoup travaillé avec les jeunes, on a beaucoup travaillé également surtout avec les personnes qui s'investissent dans le secteur agricole, notamment dans la filière riz. Dans le monde rural, vous avez un programme spécifique? Oui, nous avons un programme spécifique parce que, comme je vous l'ai dit, notre cible principale, ce sont les femmes et les micro-entrepreneurs. Et principalement pour ceux et celles qui vivent dans les zones rurales et les zones périurbaines. Alors, ce que nous faisons, nous organisons les organisations paysannes, mais également nous organisons les femmes en groupement et nous les finançons. Pas plus il y a 4 à 5 mois, nous avons injecté 100 millions dans la commune de Sandiara, 100 millions dans la commune de Ngayohen. Nous avons injecté une bagatelle de 425 millions dans la zone de Diap. Et actuellement, nous sommes en train de nous déployer dans la zone nord avec la filière riz. Pour 10 avril 2021, nous voulons injecter 350 millions dans la filière riz. Ça, c'est une organisation que nous faisons en finançant la filière depuis les semences jusqu'à la commercialisation et en encadrant également ces producteurs et ces productrices. Et nous avons organisé également à Richardson une table filière où tous les acteurs de la filière étaient représentés, où il y avait des experts qu'on avait invités pour pouvoir discuter des problèmes de cette filière et permettre à ces producteurs de mieux s'organiser, de bien labelliser leurs produits et de mieux assurer leur écoulement à des conditions très favorables pour eux au niveau du marché. Donc, nous nous investissons aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'agrifinance. Parce que l'agriculture, aujourd'hui, nous pensons que c'est le poumon de l'économie nationale. Et c'est pourquoi nous, au niveau de l'UNICEF, nous sommes investis dans cette filière, parce que nous savons que c'est véritablement par là que le développement du pays va commencer. Vous avez aussi récemment signé un partenariat avec le ministère du Commerce dans le cadre du projet Djegé. Oui, nous avons signé un partenariat avec le ministère du Commerce. Il s'agira d'accompagner le ministère du Commerce dans son projet d'offre de produits et de services qu'on appelle le projet Djegé. Aujourd'hui, ce projet Djegé consiste principalement à mettre des points de service au niveau des zones pour pouvoir avoir des services de livraison, par exemple de retrait de colis,
des services d'intermédiation comme le conseil juridique, l'assistance aux demandes, etc. Et beaucoup d'autres services que les gens peuvent avoir à côté d'eux sans pour autant se déplacer. Mais ceci va également permettre une création d'emplois. Et il y a une bagatelle de 500 millions qui va être injectée dans ce projet à raison donc de 10 millions de points de service. Et comme nous avions déjà ce qu'on appelle les agents tiers, qui sont des collaborateurs de l'INPEC, qui sont dans les et qui ne sont pas près de nos guichets et qui délivrent également des services financiers. Donc, en accompagnant ces agents tiers, nous allons également accompagner le ministère du Commerce pour que ce projet de puisse être concrétisé. Parce que ceci entre en droite ligne dans notre mission qui consiste à faire en sorte que la population sénégalaise, dans les zones où nous sommes, puisse non seulement avoir accès au crédit, mais qu'il puisse y avoir une amélioration notoire de leurs conditions de vie. Dans cette activité-là, quelles sont aujourd'hui les difficultés également que vous avez à part cette pandémie-là? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal problème, c'est d'abord le fait que nous ne pouvons plus délivrer nos premiers services comme on le faisait avant. Parce qu'il nous faut de la prudence. Donc, les visites, par exemple, que nous faisons au niveau de nos clients, on ne peut pas les faire comme on le faisait avant. Il y a donc ce qu'on appelle la distanciation physique et tout. Mais également, il y a le problème de remboursement des crédits qui se pose. L'impact de cette pandémie est notoire dans les activités économiques de nos pays. Donc, nous avons véritablement un grand manque à gagner, mais on ne se laisse pas, on a quand même eu des palliatifs. Et c'est pourquoi également cette pandémie nous a inspiré ce qu'on appelle les produits digitaux. Et ces produits digitaux, non seulement vont nous permettre de pouvoir continuer à délivrer nos produits et services, mais vont permettre également à nos sociétaires, sans pour autant se déplacer, de pouvoir avoir accès à leur compte, de pouvoir avoir accès à ces services. Par exemple, il y a ce que nous appelons le banking, qui peut permettre à la personne de rester chez elle, à partir de son téléphone, d'avoir accès à son compte à l'UNICEF, de faire un retrait ou bien de faire un dépôt sur son compte Orange Money ou bien sur son compte web, etc. et d'aller à la boutique du coin pour pouvoir le retirer. Il y a également ce qu'on appelle les demandes de crédit en ligne qui vont permettre aux clients de pouvoir faire des demandes de crédit sans pour autant se déplacer. Et la demande de crédit, au lieu de se déplacer également, va traiter cette demande de crédit et il se verra avec le client au moment du montant du dossier quand il va lui donner rendez-vous. Donc, tout ceci, ce sont des palliatifs que nous avons mis en place et qui nous permettent de maintenir la proximité avec nos clients, mais de permettre également la continuité des services et produits que nous faisons. Vous êtes en partenariat aussi avec l'État. L'État vous soutient financièrement? Oui, le partenariat avec l'État, c'est à travers ces structures décentralisées, comme par exemple le FONGIP, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Donc, qui nous fait qui nous ouvre des lignes de crédit. Donc, par exemple, à Tangara, une ligne de crédit de 50 millions. Et nous faisons, on le fait levier. Donc, quand il donne 50 millions, par exemple, nous, on met à 100 millions ou 200 millions pour pouvoir quand même satisfaire la population. Donc, nous travaillons avec beaucoup de structures de l'État, parce qu'aujourd'hui, le partenaire principal de chaque institution de microfinance, c'est d'abord l'État. On ne peut pas aller sans l'État. Et c'est pourquoi il est louable que cette collaboration puisse exister entre les institutions de microfinance et les structures étatiques. Au niveau africain également, est-ce qu'il y a une certaine collaboration? Oui, au niveau africain, l'UNICEF est une institution principalement nationale. Donc, elle n'a pas encore de déploiement au niveau international. Nous sommes présents au Sénégal. Mais quand même, il y a une structure qu'on appelle l'AFMIN, qui regroupe les institutions de microfinance africaines qui nous permettent de collaborer. Mais quand même, au-delà de cela, nous avons des partenaires, aussi bien en Afrique qu'à l'étranger, avec qui nous collaborons, qui nous ouvrent des lignes de crédit, mais également qui nous offrent une assistance technique, un accompagnement, donc un coaching pour nous permettre de remplir notre mission. Donc nous avons des partenaires techniques avec qui nous travaillons, notamment au niveau de l'informatisation et tout, mais également dans le projet que je vous parlais, nous travaillons avec l'UNCDF, nous travaillons également avec le projet, avec ADA Luxembourg, qui nous accompagne dans beaucoup de choses. Nous travaillons avec des gens comme Emlouma qui permettent aux paysans de pouvoir faire beaucoup d'opérations en ligne, surtout notamment avec cette pandémie. Donc, il y a beaucoup de partenaires avec qui nous sommes en train de collaborer parce qu'aujourd'hui,
il n'y a aucune institution de microfinance qui puisse à elle seule travailler et satisfaire les besoins de ses clients sans pour autant avoir d'autres partenaires extérieurs. À votre avis aussi, qu'est-ce qu'il faut revoir dans ce secteur-là, de la microfinance en général? Dans le secteur, je pense principalement, heureusement que la réglementation, la loi est en train d'être revue. Il faut un accompagnement de l'État au niveau des institutions de microfinance. Parce que nous nous battons corps et âme au sein des populations défavorisées. Et qui dit population défavorisée dit absence de garantie. Or, les gens disent que le taux d'intérêt est élevé. Mais le taux d'intérêt, je pense que, en tout cas, nous, à notre niveau, on n'a pas encore dépassé le taux d'usure qui a été fixé par la BCEAO et les institutions monétaires et qui est à 24% par an. Donc, nous ne l'avons pas encore atteint. Alors, maintenant, si l'État veut que ce taux d'intérêt soit revu à la baisse, il faut véritablement un accompagnement des secteurs de microfinance. Il faut que financièrement, ce secteur soit boosté. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas aller acheter de l'argent sur le marché financier avec toutes nos charges et on nous donne ça à un taux zéro. Comme on dit en Wolof, il y a une perte, donc ça, on ne peut pas le faire. Maintenant, s'il y a des lignes de crédit qui sont mises à la disposition des institutions de microfinance et qui leur permettent de pouvoir lever des fonds à des taux moindres, je pense que le taux d'intérêt peut être abaissé. Encore que le taux d'intérêt est assez technique, on ne se lève pas du jour au lendemain pour le revoir à la hausse ou le revoir à la baisse. Il y a d'autres paramètres techniques qui entrent en compte. Deuxièmement, je pense qu'il faut assainir davantage le secteur de la microfinance, le secteur de la microfinance, parce qu'il y a beaucoup d'usuriers, des gens qui n'ont pas d'agrément, qui ne sont pas du tout formels, et qui sont dans les marchés, qui sont dans les mouvements et qui exploitent les populations. Je pense que l'État également doit à ce niveau beaucoup travailler pour assainir également le secteur. Et la gouvernance également doit être renforcée. Parce que une institution de microfinance qui fonctionne bien, c'est une institution de microfinance qui a une gouvernance forte, qui a une gouvernance saine, et qui a des dirigeants qui sont à la hausse, qui a des dirigeants qui ont une vision prospective. Je pense qu'aujourd'hui, si tous ces éléments sont réunis, nous avons un jour devant nous pour les institutions de microfinance. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous remercier pour l'invitation, mais également de dire à la population sénégalaise que les institutions de microfinance sont là pour elles, que nous travaillons pour elles, et qu'aujourd'hui, chacun doit jouer sa participation donc au sein du développement de cette nation. Merci beaucoup, Léopold Ndiaye. Je vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes le responsable communication, formation et écoute des institutions mutualistes communautaires, donc d'épargne et de crédit au Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre magazine Zoomeko présenté par Fatoumata Bagaga, mise en onde par Fallou Sow. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.